Il est 19h11. Merci de nous rejoindre sur BFM TV. Pierre Lellouche est ce soir mon invité. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous en direct. Pierre Lellouche, vous êtes conseiller politique de l'UMP, secrétaire d'État chargé du commerce extérieur. Première question, bien entendu, sur l'actualité chaude au sein de l'UMP. Depuis hier soir, le claquement de porte de Jean-Louis Borloo dans la foulée Ramayad ce matin. Comment vous vivez ce départ de Jean-Louis Borloo ? Je vais vous faire une confidence. J'aime beaucoup Jean-Louis. On a siégé ensemble au gouvernement. Mais si vous me dites l'actualité chaude, pour moi, c'est le Japon, le prix du pétrole, la Tunisie, la Libye. Voilà. Donc je vis la décision de Jean-Louis comme une décision personnelle. Je souhaite que je la respecte. La respecte. Cette décision on est en République. Après, je souhaite simplement que on reste tous dans la même majorité présidentielle, parce que les eaux sont très tempétueuses autour de nous. L'élection va être difficile, on a une montée du Front National, on a une droitisation de l'UMP aussi. En tout cas, c'est ce que beaucoup dénoncent, et c'est ce que Jean-Louis Borloo a dit, pour justifier aussi son départ. Mais oui, justement, pour justifier. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une sensibilité centriste en France, dans l'histoire des droites. Alors, ce que l'UMP avait réussi à faire, c'est à fédérer tout ce monde-là à l'intérieur d'un même parti. Mais ces sensibilités, elles ont perduré. Et il est normal que, sous le choc de la crise, avec toutes sortes de problèmes qui se posent, de l'immigration à la situation économique, ces sensibilités se réapparaissent, notamment au moment d'élection. Ce qu'il faut, c'est qu'elles puissent s'exprimer sans mettre en péril le programme de travail qui est le nôtre et auquel, d'ailleurs, Jean-Louis Borloo a participé comme ministre pendant plusieurs années. Alors, Valérie Pécresse a dit ce soir, j'espère que sa démarche n'est pas guidée par l'ambition. Il s'isole, je ne comprends pas le sens de cette démarche. Écoutez, guidée par l'ambition ou pas, Jean-Louis Borloo ? On est tous guidés par l'ambition politique, on n'est pas dans le monde des bisounours. Bien donc sûr. Il est normal que Jean-Louis Borloo ait des ambitions, et là aussi, je respecte. Moi aussi, j'ai des ambitions, c'est normal. Après, ce qui est important, c'est de savoir dans quelle équipe on est. Voilà. Parce que, encore une fois, le pays est devant des choix très compliqués. On a un programme socialiste en face qui est quand même assez éthéré par rapport à la réalité du monde. On a un Front National qui exploite les problèmes des Français. Donc il faut que nous, on tienne ensemble le cap avec des sensibilités. Il faut qu'on tienne le cap à l'UMP, mais avec, toujours dans cette mouvance, avec cette façon aujourd'hui de voir apparaître Claude Guéant régulièrement sur à la fois l'immigration, à la fois l'islam, à la fois la laïcité. Qu'est-ce qu'il a fait aujourd'hui en Italie ? Il est en train de régler une situation d'urgence. Depuis 3 mois, on a vu arriver 20 000 Tunisiens au moment où la démocratie s'installe en Tunisie. 20 000 personnes qui arrivent sur Lampedusa. Il a dit stop, situation ils sont très dure pour l'Italie. Et évidemment, le risque, c'est que l'Italie se défausse sur la France. Parce que beaucoup de ces Tunisiens, en plus, ont des parents qui ont envie de venir en France. Et donc là, on est dans une crise qui est réelle sur quelle est l'interprétation du traité de Schengen. Le traité de Schengen dit, article 5-2, lorsqu'il y a un problème humanitaire, un pays peut donner des permis humanitaires, mais ça n'engage que lui. Ça n'engage que lui, ça n'engage pas la France. Il y a des conditions donc à respecter. Absolument. Et c'est d'ailleurs ce que dit aussi, j'ai entendu la commissaire Malmström dire que ce que décide le gouvernement italien en distribuant des permis de séjour en Europe, franchement, à mes yeux, c'est une invention juridique. Deuxièmement, ça doit être vérifié en conformité du traité de Schengen. Ce qu'a obtenu Claude Guéant aujourd'hui, c'est que les Italiens peuvent donner des permis, mais nous, on se réserve le droit de raccompagner en Italie des gens qui n'ont ni passeport, ni conditions de séjour, d'argent pour vivre en France. Claude Guéant s'est aussi attaqué à l'immigration légale. Et ça... Est-ce que la France n'en a pas besoin ? D'ailleurs, il y a eu un petit désaccord ce matin dans le gouvernement. Christine Lagarde, elle a dit stop là-dessus, je ne suis pas d'accord. Je vais être très clair. Moi, je suis ministre du Commerce extérieur. Vous mettez de quel côté, vous ? Attendez. Justement. Le commerce extérieur, c'est quoi ? C'est que la moitié de nos emplois à l'export, c'est les entreprises étrangères qui les font en France. Donc la France doit être ouverte. Simplement, et doit être ouverte, les gens qui sont légalement en France pour y travailler doivent pouvoir y travailler. Ce que dit Claude Guéant, et ce que je peux partager, c'est que l'économie française, elle a besoin d'un certain type d'emploi, notamment très qualifié dans un certain nombre de domaines, ou d'ingénieurs. Regardez, les Canadiens, les Australiens ne se privent pas d'importer, si j'ose dire, ou les Allemands, d'ingénieurs, d'informaticiens venus d'Inde, formés en Inde. Donc nous sommes dans une compétition mondiale. Il n'est pas absurde de dire que la France est ouverte, mais qu'on se réserve le droit de savoir quel type de profession est utile à notre économie. Ça veut dire que vous dites, comme la ministre de l'Industrie aujourd'hui, Christine Lagarde, vous dites qu'il faut que ce soit sécurisé, encadré ?
Je dis que l'immigration légale doit rester bien sûr une possibilité, mais qu'il faut qu'elle soit le plus possible fonction des besoins de notre économie. Et donc je ne vois pas où est la contradiction. Et pourquoi d'ailleurs tout à coup, Claude Guéant qui monte sur ce sujet, alors que les chiffres, finalement, ne sont pas aussi dramatiques qu'il n'y paraît. Ils sont tombés, hein, on les a vus. En 2010, moins de 1500 personnes en ce qui concerne le regroupement familial. Légère augmentation. Non, c'est pas 1500 personnes. Mais non. Au titre du regroupement familial, qui concernerait en 2010 moins de 15 000 personnes. Pardon, 15 000 personnes. Des autorisations de séjour aux parents des étrangers résidant en toute légalité en France, avec un État, la France, considéré comme un des plus tatillons d'Europe. Alors pourquoi aujourd'hui cette montée au créneau ? Je crois que c'est, je ne sais pas d'où sort votre information, mais elle est pas juste. Les chiffres de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Je vais vous dire, moi j'ai écrit sur ces sujets depuis 20 ans. Et ce que j'ai écrit il y a 20 ans, malheureusement, en matière démographique, vous savez, les tendances sont absolument lourdes. J'ai dit qu'il y a 20 ans, et je redis aujourd'hui que nous avons en face de nous un continent qui est en train de doubler sa population. L'Afrique, elle est passée en 30 ans de 800 millions à 1,6 milliard d'hommes. C'est ça la réalité qui est en face de nous, à 15 km de l'Europe. Il y aura en 2030, c'est-à-dire demain matin, 2030-2040, 600 millions d'Africains au sens large, entre 15 et 25 ans, à la recherche d'un travail. Donc notre problème, c'est de les aider à avoir un travail. Sinon, si une de ces personnes sur 10 décide d'aller chercher refuge ou un travail ou un avenir en Europe, vous avez des potentiels migratoires qui se chiffrent à 60 millions de personnes. Donc ça n'est pas rien. Donc, ça veut dire qu'il ne faut pas... ces chiffres-là, c'est la réalité du défi qui est devant nous. D'où la proposition d'Union pour la Méditerranée, qui est le seul geste sérieux des Européens en direction du co-développement. Qui a du mal à avancer. Mais bien sûr, la Tunisie qui vit ce drame. Moi, j'étais en Tunisie il y a 3 semaines. Pourquoi ? Pour que nos entreprises restent en Tunisie. Parce que nous y payons chaque mois 110 000 fiches de paye. Si on veut éviter les drames de Lampedusa, il faut que l'Europe soit solidaire de l'Afrique. Premier point. Deuxième point, nous avons aussi le droit, surtout dans une Europe vieillissante qui a des difficultés économiques, de savoir qui rentre sur le continent et de dire oui, nous contrôlons l'immigration légale. Et le regroupement familial, inventé en 1976, reconnu dans les conventions internationales, peut faire l'objet d'un débat. Je veux dire, peut faire l'objet d'un débat. Donc, question simple, Pierre Lellouche. Si on limite comme ça l'immigration légale, est-ce qu'on risque pas de faire augmenter l'immigration illégale, à contrario ? Mais malheureusement, l'immigration illégale, ça va encourager les réseaux parallèles, non ? Non, c'est pas du même ordre. L'immigration légale, c'est soit des gens qui viennent travailler, soit des gens qui viennent pour le regroupement familial. On est d'accord. Hein. Et ils rentrent bon an, mal an en France, à près de 200 000 personnes. Le nombre d'étrangers en France n'a pas augmenté depuis des décennies pour une raison simple, c'est que ces gens trouvent à se naturaliser par la suite. Donc le volant d'étrangers en France est toujours autour de 3-4%. Mais la France absorbe, et c'est bien d'ailleurs, elle intègre des gens qui acquièrent la nationalité française. Donc de savoir qui acquiert la nationalité est un vrai sujet. Après tout, ce n'est pas un sujet tabou aux États-Unis, au Canada, en Australie. Je ne vois pas au nom de quoi une nation ne se poserait pas ce type de problème. Donc on est dans le vrai débat aujourd'hui, on est dans les vrais sujets à l'UMP en parlant d'immigration. Nous avons un traité qui s'appelle Schengen en 1985, dont on a vu les limites en Grèce, quand la Grèce a été submergée par... Les Grecs arrêtaient l'année dernière plus de 200 000 clandestins chez eux. Ils arrêtaient. C'est-à-dire que via la Turquie, il rentrait des centaines de milliers de personnes. Aujourd'hui, ça s'est redéplacé à nouveau sur Lampedusa. Ce sont des vrais sujets. Alors aujourd'hui, on est dans les vrais sujets avec l'immigration, la laïcité, et pas un an d'une élection présidentielle. Pourquoi je laisserais ces sujets uniquement au Front National ? Le Front National prospère sur des problèmes qu'il pose devant les Français en disant, vous voyez, il ne s'en occupe pas. Mais la responsabilité aussi bien de l'opposition socialiste que de nous, c'est de regarder comment on va sérieusement gérer ces problèmes. C'est être tout à fait républicain que dire ça. Ça ne s'appelle pas aller chasser sur les terres du Front National, tout bonnement. Mais je chasse sur les terres de personne. Je réponds aux questions que me posent mes propres électeurs dans Paris. Et les électeurs, vous ne pensez pas qu'ils se posent des questions sur l'emploi, sur la jeunesse, sur la compétitivité du pays, avant de se poser la question de l'immigration, de la laïcité ou de l'islam ? Mais ils se posent les deux en même temps. Je prétends que le pays a 2 problèmes fondamentaux. L'un, c'est la modernisation de son tissu industriel. C'est mon job tous les jours. Et je mesure le travail qui reste à accomplir. Surtout quand je nous compare aux Allemands, ce que je fais toute la journée, je le fais avec beaucoup de franchise. Et de l'autre, nous avons un problème migratoire qui concerne toute l'Europe. Pourquoi croyez-vous ? Vous avez vu les résultats des élections dans toute l'Europe, y compris dans les pays soi-disant les plus tolérants, Scandinavie, dans le nord de l'Europe. Tout le monde subit ces mouvements qui sont sans précédent dans l'histoire
entre le Sud et le Nord vieillissant. D'accord. Alors, regardons ces problèmes avec, si possible, sérénité, distance et sérieux. Et arrêtons de nous envoyer des anathèmes. Vous êtes interdit d'en parler parce que vous parlez sur les terres du Front National. Je vous en prie. Alors donc, c'est parce que ces problèmes, c'est interdit aux Républicains, de même que je ne pourrais pas parler d'emploi parce que ce serait réservé à la CGT. Un autre problème qui se pose aujourd'hui peut-être dans la tête des Français. La France est sur 3 fronts. Oui. La Côte d'Ivoire, l'Afghanistan, la Libye. Est-ce que Paris, la France, a les moyens, comme ça, d'être sur 3 guerres en même temps ? Alors, d'abord, c'est pas par choix. Nous sommes en Afghanistan parce qu'il y a eu le 11 septembre, et nous sommes dans une coalition internationale sous mandat de l'ONU. Et nous y avons 4500 hommes quand il y a 150 000 hommes en Afghanistan. C'est un combat de longue haleine. J'ai été le responsable le négociateur français en Afghanistan, Pakistan. Les relations internationales, vous et avez je été salue nos nos soldats français. Et on a en plus une aide civile qui aide le peuple afghan à faire autre chose que un jour de retourner sous la coupe des talibans et d'Al-Qaïda. Ils méritent mieux que ça. Et donc nous restons là et c'est difficile. Nous restons là en Libye alors que les États-Unis ont l'air de prendre un petit peu la Libye, il fallait, c'était ça ou le Benghazi rasé par l'artillerie et l'aviation libyenne. Je crois que c'était pas génial au niveau des valeurs de l'Europe. On a sauvé l'honneur, nous et les Anglais, on a sauvé l'honneur de l'Europe ce jour-là. On est loin d'avoir sauvé quoi que ce soit, puisqu'on est quand même aux portes de l'enlisement, avec des rebelles qui sont très peu armés. Mais personne n'a prétendu, en prenant cette décision, que c'était une décision facile. Alors, je ne sais pas si des commentateurs ou sur le plan des commentateurs philosophes ont pensé que c'était facile. Moi, je m'occupe des questions militaires depuis 35 ans, je vous assure. Quand on emploie la force, on sait que c'est difficile. Surtout dans un pays qui a une tradition tribale, guerrière, violente. Et c'est très difficile. Mais il fallait bien faire quelque chose, cette population civile. Sinon, on avait quoi Srebrenica à nouveau, devant nous, tout le monde était au courant. Et quant à la Côte d'Ivoire, nous essayons, vous l'avez vu, de militer. Ça fait 10 ans que le processus électoral traîne en longueur. Aujourd'hui, nous essayons, là aussi, à la demande de l'ONU, d'éviter le massacre de la population civile. Est-ce qu'il faut avoir honte de ça ? Ou bien est-ce qu'il faut, au contraire, soutenir et avoir un peu de fierté pour notre diplomatie ? Je continue à penser qu'on sauve l'honneur de l'Europe. Soutenir notre diplomatie, la vendre aussi à l'extérieur, c'est aussi votre job. Vous êtes un peu le VRP de la France, si je veux dire, Pierre Lellouche. Comment on vend... Et j'en suis fier, d'ailleurs. Comment on vend la France en période de crise ? Alors, ce qu'on fait, c'est plein de choses. Qu'est-ce que je fais ? D'abord, je me base sur les normes internationales. Je ne suis pas tout seul, le président aussi. On essaye d'avoir des normes qui soient équitables, notamment face aux émergents. Je pense à la Chine. Il faut que les normes internationales, la réciprocité, quand les entreprises chinoises viennent construire des autoroutes en Pologne, il faut que nos entreprises puissent travailler en Chine. Et donc, on se bat beaucoup sur les normes à l'OMC et avec l'Union européenne. Deuxièmement, on se bat pour avoir les fameux grands contrats, c'est-à-dire les trains, c'est compliqué pétrole. En ce moment, Airbus, oui, je recevais hier, par exemple, le Premier ministre irakien. On travaille sur le retour de la France en Irak dans plein de domaines qui vont des trains à grande vitesse, aux infrastructures des villes, au pétrole. Voilà. Et puis après, il y a un volet PME qui, moi, je dois dire, c'est celui qui est le plus difficile. Nous avons le quart des PME allemandes à l'export. C'est là notre principal déficit. Donc il faut qu'on fasse grossir, qu'on renforce nos PME, qu'on les accompagne à l'export en sachant qu'elles ont des produits, des personnels, des ingénieurs formidables. Merci donc beaucoup. On n'est pas condamné à trimballer des déficits dans ce domaine. Merci beaucoup Pierre Lellouche d'avoir répondu à notre invitation ce soir en direct sur BFM TV. Merci à vous. Il est 19h25. Restez bien avec nous. Dans un instant, un nouveau journal. Il vous est présenté par Mathieu Coach. À tout de suite.